Ça, je collerai du carrelage avec. Voilà. Si t'as un carrelage à poser, c'est de la colle à carrelage, quoi. C'est pas mal en vrai. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec mon pote Ben pour une nouvelle vidéo sur les pires produits protéinés, pour déceler les arnaques. L'objectif c'est d'arriver à comparer à l'aveugle et de déguster des produits qui sont dits protéinés avec la même chose, donc leur pendant, mais en version non protéinée, la version entre guillemets normale. Mais avant de commencer, moi je remercie Angélique de s'être abonnée à notre chaîne sur YouTube. Merci à toi. Donc Ben, l'objectif de la vidéo c'est quoi? Parce que réellement, moi quand je me balade dans les hypermarchés, les intermarchés, etc., je vois plein de produits nouveaux arriver sur les étals. Et c'est des produits en fait qui ont leur pendant classique mais avec l'ajout de protéines. Donc qu'est-ce que c'est? Ouais, en fait, de plus en plus, on voit qu'il y a de la mode des entreprises et des marques de l'agroalimentaire d'ajouter de la protéine ou de créer ou de recréer en fait des produits ultra protéinés. On va voir, je sais pas, aujourd'hui des yaourts, du saucisson, même des Babybel aujourd'hui qui sont protéinés, même de la ricotta protéinée. Alors, en fait, il y a un côté, ça peut être une bonne chose, parce que la protéine, c'est pas que en fait pour gagner du muscle. On a des protéines à peu près partout. L'hémoglobine dans le sang, c'est une protéine. La pepsine, c'est une enzyme digestive, c'est de la protéine. On va aussi avoir l'insuline, qui est une hormone, qui est également de la protéine. Et même, par exemple, toi, la kératine de tes cheveux, c'est également une protéine. Donc du coup, en fait, ça marche avec tous les produits. Alors, ça peut marcher avec tous les produits. On va les enrichir, ou alors sinon, on va enlever un peu de sucre et un peu de gras pour améliorer et reconcentrer un petit peu la teneur en protéines. Donc ce qui est une bonne chose parce qu'il y a pas mal de gens qui manquent entre guillemets de protéines ou qui ne mangent pas assez, soit par méconnaissance, ils vont manger plus de gras et de sucre en général, soit juste parce qu'ils se disent qu'en mangeant plus protéiné, ils vont gagner plus de muscles, ils ne veulent pas être trop musclés. Mais spoiler, ça marche pas comme ça. En revanche, il y a des très gros inconvénients et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui sur la qualité de la protéine réelle et la qualité réelle de ces produits-là. En général, on va enlever du sucre, on va mettre des édulcorants à la place pour améliorer la concentration en protéines, ou alors on va enlever du gras. Mais si on enlève le gras, il faut quand même que le produit se tienne, et le gras est un texturant naturel. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va rajouter des texturants qui sont potentiellement à risque inflammatoire ou cancérigène. Et pareil, potentiellement, il y aura beaucoup de protéines, mais la qualité à la fin ne sera pas top sur le produit. Ok, donc l'objectif de la vidéo, c'est qu'un mec lambda comme moi, il arrive dans un hypermarché et puis il sache finalement si ça vaut le coup d'acheter un produit protéiné ou alors son pendant classique comme d'habitude. Ouais, totalement. Donc l'objectif effectivement c'est de savoir si ça vaut le coup COUP dans le sens sanitaire ou nutritionnel, est-ce que c'est intéressant de prendre ce produit-là? Et après est-ce que ça vaut le coup COUT, donc en termes d'argent, pour savoir si vraiment ma quantité de protéines et mon coût au kilo de protéines est très intéressant sur ce type de produit. Ok. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous, notre objectif, c'est de traiter l'ensemble de la chaîne de valeur des produits. Et donc, qu'est-ce que c'est pour que les gens comprennent bien de manière vulgarisée l'enjeu en fait autour d'un produit alimentaire? Disons que là c'est ma matière première, donc ça va être je sais pas le lait par exemple pour faire de la protéine de lait ou même je sais pas une courgette, donc on est au champ et ça c'est le produit que je vais avoir à la fin. Et entre ces deux donc le produit naturel et le produit fini, il va avoir énormément d'étapes. Nous notre objectif c'est de partir du champ, de partir du produit brut, arriver au produit fini, donc le complément alimentaire, et de savoir ce qui s'est passé dans toutes ces étapes-là. Et quand on ne sait pas, en général, c'est pas très bon signe, ça veut dire que la traçabilité et la qualité ne sont pas forcément très respectées. Et quand une entreprise communique dessus, ça devient très intéressant parce que ça permet d'avoir plus de transparence et de traçabilité, déjà sur les pratiques, mais aussi sur la qualité de ce qu'on achète vraiment. D'accord, donc ça veut dire qu'un produit qui a un bon score nutritionnel, par exemple sur Yuka en A, il peut aussi avoir un impact négatif sur l'environnement ou des enjeux, des problématiques liées aux ingrédients qu'il comporte. Ouais, totalement. Et c'est une des raisons pour lesquelles Hugo Charpentier, Benjamin Voirin, Léo Emoneto et Mehdi Bouchareb ont créé une application qui s'appelle le Scannut. Ok, bon c'est parti. On va manger. Léo. Merci Stade. On va partager celui-là. On va se régaler, Léo. On va boire dans le même shaker? Ouais. D'accord. Ah ouais. Ok. Ça, c'est censé être de la bière protéinée sans alcool. Et on va comparer avec de la whey classique. La tienne? Pas la tienne, hein. Miam. Déjà, ça sent pas la bière, je trouve. Ça sent pas grand-chose, quand même. Et ça sent un peu le jus de pomme. Ouais, exact. Un peu champomis. C'est pas fameux. Et ça a pas du tout le goût de la bière, je trouve. Après, je suis pas un grand amateur de bière, mais c'est sûr que ceux qui sont habitués à aller dans les tavernes et tout, pour de la vraie bière avec sa bière. Bah ouais, des tavernes. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Pour 2 écus, tu penses que c'est dans ta taverne? Ah là,
Moi, je suis pas fan. Après, je suis pas fan de la bière, mais après, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Et on dirait plus de l'eau aromatisée au houblon plutôt que de la bière. Voilà. Je vais quand même finir parce que j'aime pas gâcher. Mais en vrai, aucun intérêt. Ouais. Et ça, c'est de la pour moi, chocolat. Pour moi, mon avis n'engage que moi. Ok, donc, les produits étaient de la bière qui s'appelle la Thrive. Dedans, on a quoi? On a de l'eau, de l'orge, du malt, de la whey et du houblon et puis de la levure. Ok, bon bah classique. Et ici, on va avoir de l'isolate de protéines française, du cacao et des arômes naturels. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un produit protéiné, du protéiné, donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'ajout de protéines. On a pour une canette 10 grammes de protéines. Au 100 grammes, on a 3% de protéines. Voilà. Bon, en vrai, Ben, quand tu es sportif, que ce soit amateur ou même professionnel, quel est l'intérêt de se diriger vers un produit comme ça? En vrai, moi, en toute honnêteté, je vois pas trop. En soi, il n'y a pas de bière dedans, il n'y a pas d'alcool, donc en recovery, pourquoi pas. Le problème, c'est que derrière, en fait, on n'a aucune idée d'où vient la whey, et c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est le cœur un peu du produit. J'en parle même pas des céréales qui sont utilisées, où il peut y avoir énormément de pesticides dessus. Le problème avec la whey, et où on ne sait pas d'où vient l'origine du lait, c'est que potentiellement, ça peut venir de vaches qui sont pas très bien traitées, ou la ration animale est pas non plus fofolle, c'est avec de l'ensilage, elle voit peut-être jamais le jour, donc pas de pâturage. On peut se dire, moi je m'en fous de savoir comment ma vache est traitée, et, ok d'accord, mais la manière dont est traitée la vache, que ce soit en termes de stress, de bientraitance ou d'alimentation, influe énormément sur la qualité du lait derrière, et donc de la whey. En termes de macro et micronutriments, par exemple, en termes de rapport oméga 3, oméga 6, en termes de concentration d'acides aminés essentiels. Donc en soi, pourquoi pas en fait prendre ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose de mauvais dedans. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une whey qui est française, tu sais d'où ça vient, qui vient d'un lait de pâturage? Après, c'est peut-être à chacun de se faire son avis en fonction du goût, quoi. Ok, et par rapport du coup au prix des deux produits? On est sur un prix au kilo de protéines pour de la whey à peu près 47 € le kilo de protéines. Ok. Sur la bière, on va être entre 80 et 100 € le kilo de protéines. Ok. Donc presque le double. Donc presque le double, voire un peu plus, pour plusieurs raisons. Il y a juste un petit peu de protéines. Cette bière coûte assez cher, c'est cher aussi. C'est 10 € le pack de 4 canettes. Par rapport à l'intérêt du truc versus au goût et la qualité de ce qu'il y a dedans, pour moi, ce serait plutôt partir sur de la whey plutôt que partir sur un produit tout près comme ça. Ok, surtout que c'est moins cher. Surtout que c'est moins cher. Ok. Et juste dernière question, ça va valoir aussi pour les autres comparaisons. C'est quoi l'intérêt en termes d'ordre de grandeur d'avoir en fait le prix par rapport au kilo de protéines? C'est une bonne question que tu me poses là, Hugo. L'intérêt de faire au kilo de protéines et pas au kilo de produits, c'est que la teneur en protéines en fonction des produits peut être très très différente. Typiquement, là-dedans, dans la whey, tu vas avoir entre 70 et 80% de protéines. Versus là-dedans où tu as 3%. Donc à la limite, là, tu vas voir le paquet, tu vas dire putain, ça coûte entre 30 et 40 € le kilo, c'est énorme. Alors que là, mes 4 bières, je les ai à 10 balles. En revanche, ça veut rien dire. Autant comparer ce qui est comparable. Et si toi, ton objectif, c'est de rechercher de la protéine, autant comparer la même chose. Et derrière, ensuite, on va regarder et analyser la qualité des ingrédients. Okay. Donc factuellement, si j'ai envie de prendre un produit avec plus de protéines après mon sport, il faut que je me dirige vers de la whey. Oui, et en plus de ça, qui apportera quelque chose de fondamentalement meilleur. Ça, ce serait plutôt un produit un peu plaisir. Si tu as envie d'une canette de bière et que tu sais très bien, et ça, si les gens ne le savent pas tout de suite, ça ne sert à rien de boire une bière, voire c'est contre-productif de boire une bière juste après sa séance de sport. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de récupération. Allez Léo, next. Je peux aussi parler comme vous. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Léo? Deux mozzarella. Vous avez une mozzarella qui est protéinée et l'autre qui est normale. On est d'accord, Ben, que de base, les mozzas sont de toute façon protéinés, donc c'est du lait. C'est du lait. Quel est l'intérêt du coup de rajouter de la protéine dans du lait qui est déjà protéiné? Peut-être d'enrichir des actionnaires. Ah! Alors je dirais que c'est celle-là qui est protéinée parce qu'elle est beaucoup plus condensée. Ouais. Celle-là protéinée, celle-là normale, les deux dégueux. Ah. Si t'as des parpaings posés, tu peux t'en servir. Ça se voit vraiment au goût et à la texture, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais effectivement, les deux sont pas très bonnes. Déjà, ce qui serait intéressant, c'est de voir la liste d'ingrédients. Donc effectivement, on peut se poser la question pourquoi et comment c'est plus protéiné. En fait, ce qu'on va avoir là-dedans par rapport à là-dedans, c'est qu'il y aura un peu moins d'eau et un peu moins de gras. Et puis on va enrichir en lait écrémé pour augmenter. C'est un peu étouffe chrétien, quoi.
On rappelle à nos auditeurs, dans l'ordre d'importance des ingrédients dans l'étiquette. Sur la liste des ingrédients, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont mis dans l'ordre décroissant par rapport à leur importance dans le produit. Ce qui veut dire que le premier ingrédient qu'on va lire sur l'étiquette, c'est celui qui est en plus grande quantité dans le produit, versus le dernier, c'est celui qui aura en plus petite importance. En général, ça va être du sel ou des additifs. Donc là, on va avoir du lait écrémé, du sel, un coagulant et de l'acide citrique. Toi, t'as quoi? Et moi, j'ai donc du lait, origine Union Européenne quand même, sel, coagulant, correcteur d'acidité, et c'est tout. Ok. Bah, pour les deux produits au niveau des ingrédients, c'est plutôt clean. Il n'y a pas forcément d'ingrédients controversés. La vraie controverse serait la qualité réelle du lait. Là, malheureusement, c'est du lait origine UE, donc ça veut dire vraiment de n'importe quel pays qui n'ont pas forcément les mêmes manières d'élever les animaux et du coup d'avoir une qualité du lait. Là, on est sur une origine Italie. Ça ne veut pas dire que c'est forcément foncièrement mieux, même en France. Enfin, le pays importe peu. C'est juste que ça nous permet de se dire qu'au moins, pour une mozzarella, c'est quand même cool de se dire qu'on est sur un lait d'origine italienne, vu que c'est un produit qui est quand même d'origine italienne. Et au niveau du coût, pour finir? Alors, au niveau du coût... Parce qu'il y a une réelle différence entre ces deux produits. Ici, on va avoir 20% de protéines et 5% de gras. Et là, on va avoir 17% de protéines, donc finalement pas non plus énormément moins, mais pour 16% de matière grasse. Donc effectivement, il y a plus de gras là-dedans que là-dedans. En revanche, au niveau du prix, ici, sur la mozzarella protéinée, on est presque à 70 € le kilo de protéines. Okay. Alors qu'ici, sur la mozzarella classique, on est presque à 50 € le kilo de protéines. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est moins bon? Déjà que l'autre n'est pas très bonne. Déjà, ouais, ce type de mozza, c'est quand même pas fou. Je pense que c'est à chacun de se faire son idée là-dessus, sachant que d'un point de vue risque sanitaire, risque pour sa santé, c'est globalement kiff laborique. Ok. Next. Suivant. Léo, qu'est-ce que c'est? Dis donc que ça. Magnifique présentation de notre petit stagiaire. Alors, Ah ouais. vous avez du fromage frais protéiné, du fromage frais tout à fait classique. Alors. Bah, la tienne, hein. T'aurais pu nous mettre un petit coup de pain quand même. Hein. Ah, toi, t'as pas le temps. Toi, tu... Non. Ok. C'est un peu comme sur la mozza, c'est toujours le hyper protéiné, je pense que c'était dans les petites cuillères. Ouais. Ça, Parce je que- collerais du carrelage avec. Voilà. Si t'as un carrelage à poser, c'est de la colle à carrelage, quoi. C'est pas mal en vrai. C'est dense, c'est limite pâteux. Je pense qu'on est dans le bon. On est dans le bon. C'était la cuillère, donc c'était le fromage protéiné, c'est ça? Cuillère, Ah, Ok. c'était sûr. Ok. Et l'autre, c'était Ok. cuillère et fourchette. Donc là, même question, Ben. Pour un consommateur sportif lambda, quel est l'intérêt d'aller vers un produit hyper protéiné par rapport au coût et par rapport à la liste des ingrédients? Alors, liste d'ingrédients sur. Donc, c'est du Lindahl's, fromage frais protéiné. Enfin, après, ce serait du Lindahl's ou autre chose, ce serait la même chose. Donc, c'est du lait pasteurisé, de la fibre alimentaire, donc c'est de l'inuline qu'ils ont mis dessus, de la fibre de citron aussi et de l'acide citrique pour faire en sorte d'être un conservateur. Ok. Et là-dedans, Et t'as là, quoi? on est sur la marque distributeur, donc Carrefour, fromage fouetté nature. On a en premier ingrédient fromage blanc, donc c'est du lait de vache pasteurisé, origine France, ferment lactique, protéines de lait, sel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir sur les ingrédients, c'est globalement OK pour les deux. Il n'y a pas grand-chose. Ce qui serait top, c'est de savoir d'où vient le lait. Là-dessus, on ne sait pas trop. Là-dessus, tu m'as dit que c'était du lait français. Donc, Ouais. juste Cocorico, c'est plutôt pas mal. Et puis en France, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des normes qualité qui sont au-dessus des autres pays, même européens. Sur la quantité de protéines, on va avoir 11% de protéines là-dedans et 9% de matière grasse. Et là-dedans, on va avoir 5% de protéines et puis le reste, on va avoir 20-25% de matière grasse. Donc effectivement, il y a plus de protéines dedans et moins de gras que là-dedans. Après, en fonction du prix, là-dessus, on est quand même à presque 120 € le kilo de protéines. Ouais, c'est très cher. C'est assez cher. Là-dessus, on est à 166 € le kilo de protéines. Donc on pourrait se dire, partons sur le Lindahl's pour avoir de la protéine plutôt que du fromage frais. On peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin en fait d'acheter ce genre de produit pour avoir de la protéine? Et on l'a vu par exemple avec la whey avant, autant prendre un vrai fromage qui est quand même un peu meilleur, même si c'est quand même pas foufou, mais au moins... Voilà, Au moins, c'est vrai qu'il est largement même- meilleur que l'autre. plutôt que ça et se prendre, je sais pas, un shaker de whey ou juste faire en sorte d'augmenter de manière plutôt naturelle la quantité de protéines qu'on va avoir. Ok, c'est parfaitement clair. Next. Allez, Léo, j'ai hâte de savoir ce que tu nous as concocté là. Super, des pâtes, je mange pas de pâtes, je suis allergique au gluten. Allez. Alors vous avez des pâtes protéinées et des pâtes plutôt classiques. T'as pris la fourchette, ok. Elles sont froides hein, par contre. Sans beurre. Elles sont al dente. Hein. J'ai l'impression. Il n'y avait pas du liquide vaisselle dessus. C'est des pâtes au pec citron en fait le truc. Pour être tout à fait honnête, je vois aucune différence. Je trouve que
Pour être tout à fait honnête, c'est pas des bonnes pâtes, dans tous les cas. Ouais, c'est pas dingo. Je dirais les protéinés, c'est peut-être celles qui sont sur les cuillères, mais je t'avouerais que en fait, je vois pas trop la différence entre les deux. Dans les cuillères, il y avait les protéinés et dans les fourchettes, il y avait les non protéinés. Ok. Marque distributeur Carrefour, pareil pour la classique. Dans les pâtes protéinées, on va avoir du coup classique un semoule de blé et ils ont rajouté du blanc d'œuf pour augmenter la quantité de protéines. Okay. Bah, c'est comme des pâtes aux œufs, mais sauf qu'ils ont mis juste du blanc et pas le jaune. Et là, on est juste sur un seul ingrédient, semoule de blé de qualité supérieure. Et de la flotte, ouais. Sans les œufs, donc. Voilà, je sors d'une séance de sport. Est-ce que je m'envoie des pâtes high protéines parce que le marketing est sympa de la boîte. Il y a du orange et machin. T'as l'impression qu'il y a des petits biscottos qui vont pousser, c'est sympa. C'est vrai que je sais pas trop quoi en penser parce que dans tous les cas, en fait, on n'est pas sur un blé top qualité. Hein, c'est exactement les mêmes filières ou presque. Dedans, on a 21% de protéines. On n'a pas beaucoup de gras et des glucides, on en a 61%, ce qui est normal. Ça reste des pâtes. Et là-dedans, tu vas avoir 12 grammes. Ouais, 12 grammes de protéines, ce qui est quasiment 2 fois moins. Et tu vas avoir 70% de glucides, ce qui est normal parce que aussi c'est des pâtes. Donc, on est globalement assez proche. Ça, on va être sur à peu près 27 € le kilo de protéines. Ça, on va être sur plutôt 14 ou 15 € le kilo de protéines. Donc, c'est un peu moins cher ici. Il y a un peu moins de protéines. Mais encore une fois, est-ce qu'on a besoin d'acheter ce genre de choses pour avoir des protéines? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, on va partir sur des pâtes classiques? Peut-être qu'on peut même se dire on en achète des un peu meilleurs et on rajoute juste nous-mêmes du blanc d'œuf ou même des œufs dessus et ce sera très bien. Est-ce qu'on est à 5 grammes de protéines près, sachant que quand on dit 21 grammes ici, c'est 21 grammes de produits secs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur 100 grammes de produits secs, donc de 100 grammes de pâtes ici. Et en général, en fait, on ne se tape pas les pâtes comme ça. Donc quand on va remettre de l'eau dedans, ça va se diluer. Donc c'est plutôt sur 250-300 grammes. 300 grammes de pâtes, ça commence à être une belle plâtrée. Je suis pas sûr de manger 300 grammes de pâtes par repas, moi. C'est quoi l'intérêt, en fait, de considérer son équilibre alimentaire sur une semaine représentative et pas sur un jour, voire sur un produit en tant que tel? Si tu prends juste sur une journée n'est pas forcément représentative, ou même pire, un repas n'est pas représentatif de ton bol alimentaire global. Prends un exemple. Toi et moi, on va manger 95% du temps relativement bien, entre guillemets. Donc, ce sera varié, ce sera équilibré. Il y aura un peu de protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux, parce qu'on va prendre des légumes, des fruits, etc. Des sources de glucides, des sources de protéines. Et toi et moi, de temps en temps, on va pouvoir manger une pizza. Non. Un burger. Non. Un kebab. Non. Enfin, toi non. Une assiette kebab, c'est une assiette kebab. Donc le commun des mortels le fait, Hugo le fait pas. Et c'est ok. En fait, c'est ok de se dire, je sors avec des amis, etc. Si on commence à se dire, en fait, tel et tel produit, tel et tel aliment, je ne peux pas en prendre. Alors, c'est là qu'on commence à avoir des troubles du comportement alimentaire et surtout commencer à se flinguer un peu la santé mentale. Donc pour les personnes comme nous qui font du sport assez régulièrement et qui ont une alimentation assez équilibrée, qui par exemple le matin quand ils se lèvent mangent 2 petits œufs, des œufs au plat au petit déjeuner, il n'y a pas d'intérêt finalement à manger, à se diriger sur un produit comme ça qui de toute manière est plus cher et en plus qui est potentiellement moins savoureux que si on achetait des pâtes fraîches, etc. Exactement. Ok, ok, c'est propre. Next. Présentation Sartec. Hein. Waouh, je sais pas. En fait, on est sur quoi là? C'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme. Là, les 2 jambes, les 2 bras. Il manque la tête. Mais les 2 jambes? Ces petits biscuits. Ah, dans ce sens-là. Ah ouais. Ah bah il faut avoir l'imagination, toi. Donc là, vous avez du skyr et du fromage blanc 0%. Ah, déjà sur les petites cuillères, c'est plus onctueux. Ah, moi j'aurais dit que les petites cuillères c'était du skyr. Oui, je pense que c'est ça. Ah oui, d'accord. Petite cuillère le skyr. Et l'autre, c'est que le fromage blanc classique sur les grandes cuillères. Sur les grandes cuillères. Putain. Et on a un 0 faute pour l'instant. Allez, banger. Mehdi, tu mettras, il y a un partout à chaque fois. Ah, il faut compter les points. Ah, tu mettras les points au-dessus, ouais. Non. Sur le skyr, j'ai lait écrémé, ferment, lait Origine France. Après, on est sur la marque distributeur Carrefour. Et c'est pareil pour le fromage blanc nature, 0%, allégé. Et du coup, lait écrémé pasteurisé, ferment lactique, présure. Les Origine France également. Donc en gros, on est sur exactement le même type de produit. Ce qui va être intéressant de voir sur le skyr, c'est qu'on va être à plutôt 10% de protéines, quand ici on sera plutôt à 7,5, 8% en fonction des marques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, si on voit, le skyr est quand même beaucoup plus cher en général, soit parce que il faut un peu plus de lait en général pour avoir ce côté onctueux, puis surtout les marques s'engraissent un peu sur le côté marketing. Donc globalement, au kilo de protéines, le skyr c'est 90 € le kilo de protéines, quand du fromage blanc 0% est à moins de 50 €. C'est en général entre 40 et 45 € le kilo de protéines. Donc c'est littéralement 2 fois moins là-dessus pour
allez, entre 1 et 2, voire 3 grammes de protéines en moins par 100 grammes. Encore une fois, est-ce qu'on est à 3 grammes près de protéines? En tout cas, nous deux, non. Peut-être un bodybuilder ou peut-être un sportif de très haut niveau, oui, mais le commun des mortels, en particulier des personnes qui s'entraînent 2 à 3 fois semaine, c'est ce qui est déjà très bien, mais ça reste une moyenne relativement faible pour avoir vraiment un gros besoin en protéines. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Privilégions en fait quelque chose de beaucoup plus simple. Un fromage blanc 0%, même un fromage blanc. Si on aime un peu plus de gras, bah, partons sur des petits Suisses ou un yaourt classique. Le skyr, c'est ok si on aime le côté onctueux, mais pas plus. On arrive au terme de cette dégustation. Hein. Je sais pas si on peut dire que c'était un plaisir toujours avec toi, mais pas, ça va pas un plaisir de goûter ces merdes. Honnêtement, sur ce qu'on a goûté, il n'y a qu'un produit que je serais capable de consommer, c'est celui-là. Ouais. Le matin, avec un petit peu de miel ou machin. Mais après, les autres, je vois pas honnêtement d'intérêt, surtout par rapport au coût. Alors, maintenant, franchement, en tant qu'utilisateur, consommateur lambda, qui fait un peu de sport, si je veux vraiment mieux choisir, qu'est-ce que je fais? Je vais sur ChatGPT pour... Non. D'accord. J'essaye de faire attention à plusieurs choses. La liste des ingrédients, pour savoir un peu ce qu'il y a dedans, pour éviter peut-être des ingrédients controversés, par exemple des additifs. Vous pouvez vous abonner pour en savoir un peu plus. On a fait plein de vidéos et plein d'articles pour les additifs controversés, par exemple. Donc... 1, la liste d'ingrédients. 2, regardez aussi le coût financier du produit versus la quantité de protéines et la quantité de gras et de sucre aussi qu'on va avoir à l'intérieur. Et 3, se poser la question du besoin réel qu'on a de ce type de produit. Et c'est pas parce qu'on va partir sur, je sais pas, un yaourt protéiné qu'on a vraiment besoin de retrouver dans son dessert de la protéine. Peut-être que la protéine, on peut en avoir tout au long de la journée, comme tu le disais, avoir une vision sur non pas le repas ni même la journée, mais sur la semaine entière. Ok. Eh ben, merci pour ces explications, Ben. Je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo et à bien sûr nous dire ce que vous en pensez. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Au revoir.